On a tous des films qui nous font peur, sans forcément qu'on sache trop expliquer pourquoi. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau avec le cinéma, quand il est capable de vous déclencher un frisson dans le dos, de vous glacer le sang, de créer un pur moment d'effroi qui dépasse votre compréhension et la rationalité. On a tous des films qui nous font peur. Et parfois, il suffit d'une scène, et pour moi, c'est celle-là. Ça, c'est la fin du projet Blair Witch, réalisé par Daniel Myrick et Eduardo Sanchez en 1999. Si le film est devenu un phénomène à sa sortie, c'est par sa nature de found footage, ces fausses images documentaires retrouvées qui donnent un sentiment d'authenticité à l'horreur. Le film nous le dit dès le départ par un carton glaçant. En 1994, 3 étudiants en cinéma, Heather Donahue, Josh Leonard et Mike Williams, ont disparu dans les bois près de Burkittsville dans le Maryland, alors qu'ils tournaient un documentaire sur la légende locale autour d'une sorcière. Alors qu'ils croient s'être juste perdus dans les bois, ils commencent à faire face à des phénomènes étranges. Ils s'engueulent, désespèrent et croisent sur leur chemin des tas de pierres et d'inquiétants bonhommes en bois. Sont-ils maudits? Est-ce que la sorcière existe vraiment? On ne le saura jamais. Mais après leur 5e nuit dans les bois, Josh disparaît. Heather et Mike le cherchent et tombent sur une maison abandonnée. Mike se repère et filme avec un caméscope vidéo H8, tandis qu'Heather utilise la caméra 16 mm noir et blanc du documentaire. Croyant entendre les cris de Josh, Mike se précipite dans la cave avant que sa caméra ne tombe. Heather, terrifiée, suit le même parcours fatal. Arrivée dans la cave, elle voit Mike, de dos, immobile, les yeux rivés vers le mur malgré ses cris. Quelque chose frappe Heather, la caméra tombe, fin. Encore aujourd'hui, ce plan me tétanise et j'ai mis longtemps avant de comprendre pourquoi. Comment une telle image, qui ne montre finalement pas grand-chose, peut réveiller quelque chose d'aussi primaire, une crainte aussi profonde. Pour moi, la fin du projet Blair Witch synthétise tout le génie d'une démarche qu'on limite trop souvent à la réussite de son concept peu coûteux, ce qui ne lui rend pas vraiment justice. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Le problème du projet Blair Witch, c'est finalement le récit de sa success story, qui a un peu vampirisé le reste. Alors qu'ils étaient étudiants en cinéma, Daniel Myrick et Eduardo Sanchez ont partagé l'envie de faire un film d'horreur qui s'approcherait des vidéos qu'ils avaient pu voir autour de phénomènes paranormaux. Et puis forcément, le dispositif found footage justifie des images volontairement peu travaillées, captées avec des appareils à moindre coût, soit l'idéal quand vous faites un film indépendant. En bref, le meilleur des mondes qui a fait de Blair Witch un film que tout le monde a jalousé en espérant avoir eu l'idée avant. Mais ça lui a aussi valu d'être réduit par certains à un film de petit malin entièrement centré sur la modernité de son concept. Quoi qu'il en soit, ça a marché. Après être passé au festival de Sundance, où il a été acheté juste après sa projection par le distributeur Artisan Entertainment pour $1 million, le projet Blair Witch a tout déchiré lors de sa sortie, avec un box-office mondial à $248 millions, alors que le budget estimé du film varie entre 35 et 60 000 $ selon les sources. Pendant un certain temps, ce score en a fait tout simplement le film le plus rentable de l'histoire du cinéma, record qui sera plus tard battu par son héritier direct, Paranormal Activity. D'ailleurs, voilà ce que Jason Blum, le fondateur de Blumhouse et producteur des Paranormal Activity, raconte sur l'importance du projet Blair Witch dans sa carrière à l'époque où il travaillait pour Miramax. I saw this movie before it came out, before Sundance. I didn't buy it. I passed on it. It was a huge mistake. And I almost got fired for not buying this movie. And I never would have done Paranormal Activity had I not done this. L'air de rien, ça prouve bien un truc. Le projet Blair Witch n'est pas juste un film, mais l'incarnation de tout un sous-genre et surtout le fer de lance d'une mode qui va se répandre dans les années 2000. Pourtant, ça peut paraître étrange, étant donné que les expérimentations autour de fausses images documentaires, il y en a eu bien avant, et en particulier dans le domaine de l'horreur. L'attrait du found footage horrifique, c'est que les images sont censées exister dans notre réalité, créer avec nous une connexion directe avec le surnaturel. La matière filmique, comme c'est dit au début du projet Blair Witch, a été retrouvée dans les bois. Et c'est cette matière qu'on regarde, brisant un petit peu le confort habituel qu'on peut avoir à rester derrière notre écran et derrière la limite de la fiction. Dans notre rapport à la peur et à la violence, ça chamboule nos habitudes et ça interroge notre curiosité morbide. Mais avant Blair Witch, il y avait déjà des précurseurs, parfois encore plus extrêmes dans leur approche. Je pourrais bien sûr citer le tant redouté Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato et son équipe de documentaristes gentiment boulottés par des cannibales. Mais je tiens aussi à citer les Documents interdits de Jean-Teddy Philippe, une série de courts-métrages diffusés sur Arte à la fin des années 80. Déjà, les concepts sont tous super inventifs.
Ça va du thriller Hitchcockien à la SF type 4ème dimension, et à l'époque, ça avait marqué un public télé assez crédule, puisqu'il a fallu attendre la fin de diffusion du programme pour qu'Arte révèle la nature fictive de ces images d'archives. Jean-Teddy Philippe interrogeait déjà notre perception du réel, et il s'amusait aussi à manipuler notre esprit avec la qualité médiocre des images, où l'on se met plus à fantasmer l'horreur qu'à la voir réellement, malgré les descriptions de la voix off. Dans tous les cas, le found footage est lié au médium qui l'investit, à notre façon d'appréhender des sources d'images toujours plus nombreuses et démocratisées. Là où le projet Blair Witch s'est sans doute démarqué, c'est grâce à son timing parfait, qui a accompagné les débuts d'Internet. Durant l'été de 1998, donc avant même la projection de Sundance, l'équipe du film a développé un site internet avec des faux rapports de police, des fausses interviews et des éléments de mythologie autour de la sorcière de Blair, histoire de bien brouiller la frontière entre réel et fiction. Beaucoup de gens sont tombés dans le panneau, persuadés de l'authenticité des infos et par extension de l'authenticité du film. C'était d'ailleurs aidé par un code devenu récurrent dans le found footage, le nom des personnages est en fait celui des acteurs qui ont dû faire profil bas pendant la promotion du film pour qu'on croie à leur disparition en tant que vraies personnes de la réalité véritable. Spoilers, ils l'ont pas méga bien vécu. Tout ça est fascinant parce que ça dépasse le cadre du film, et donc les limites de l'image. Blair Witch appelle à notre investissement, non seulement face à l'objet filmique, mais à tout l'imaginaire qu'il convoque dans son sillage, et qui ne demande qu'à être approprié par le public. Si la simplicité du scénario évoque les histoires d'horreur qu'on se raconte au coin du feu, le film troque la transmission orale par la transmission de ces images brutes qu'on pourrait penser assemblées et montées par une tierce personne. Tout comme Ring, qui utilisait la VHS comme source de contamination du mal, Blair Witch nous renvoie à notre soif d'images, même interdite, permis par leur partage simplifié. Et peut-être que ça nous amène à vouloir voir ce qu'on ne devrait pas voir. Pour moi, c'est l'une des raisons majeures du succès de Blair Witch. En embrassant les possibilités du found footage avec ses suites de plans qui tremblent, il nous ramène à nos peurs les plus essentielles. La peur du noir, la peur de ce qu'on ne voit pas, et la manière dont le pouvoir de suggestion laisse notre cerveau imaginer le pire. Le célèbre critique américain Roger Ebert l'avait d'ailleurs très bien formulé lors de la sortie du film. À une époque où les outils numériques peuvent presque tout nous montrer, le projet Blair Witch nous rappelle que nous avons surtout peur de ce qu'on ne voit pas. Le bruit qu'on entend dans le noir est presque toujours plus effrayant que ce qui émet ce bruit. Ça explique en partie ce qui me terrifie dans la fin du film. Blair Witch, ça marche sur une forme d'attraction-répulsion. On passe tout le film à être frustré, à vouloir voir la menace, alors que tout joue la carte de l'anti-spectaculaire. C'est pour ça que plein de gens n'aiment pas le projet Blair Witch, et je les comprends. Je trouve toujours malhonnête de le réduire à des gens qui filment des feuilles mortes et des arbres, mais c'est pas complètement faux non plus. Sauf que justement, si on veut en voir plus, on a aussi peur d'en voir plus. Heather, Mike et Josh passent par toutes les hypothèses et pensent même que des gens du coin les trollent parce qu'ils les savent en tournage. Tout ce qu'ils veulent, et nous avec, c'est une réponse. Et cette réponse, on ne l'aura jamais. Si la sorcière de Blair existe, elle échappe au film, tout en marquant de son empreinte le moindre plan. Quand la caméra d'Heather tombe et crée ce léger tremblement de la pellicule 16 mm endommagée, on se dit que ça y est, dans la mort, dans l'ultime instant du documentaire, il y a la possibilité d'avoir une preuve, une trace de quelque chose qui poperait dans l'écran. Mais on n'aura rien, et personnellement, la première fois que j'ai vu le film, j'en étais venu à m'auto-persuader qu'une ombre bougeait dans le plan, alors que pas du tout. Pour la petite anecdote, la première fois que j'ai vu le projet Blair Witch, c'était lors d'une soirée d'Halloween chez une amie durant mes années lycée, où on s'est bingé des films d'horreur avant d'aller se balader dans le cimetière du coin. Me jugez pas, je sais que je ferai partie des premiers à crever dans un vrai film d'horreur. Après Blair Witch, on avait décidé de se faire à manger. Et en quittant la pièce où se trouvait la télé, la porte a claqué juste derrière moi à cause d'un courant d'air. C'est con, mais c'est à jamais lié à mon expérience du film. Parce qu'au fond, il ne demande que ça, qu'on comble le vide avec notre propre bagage, surtout dans un contexte qui s'amuse d'une connexion ambiguë entre le réel et la fiction. Si je voulais aller plus loin, je dirais même que le projet Blair Witch est un film sur le vide, sur la peur du néant et de l'anéantissement, et ça nous est indiqué dès le début par la future disparition des corps d'Heather, de Mike et de Josh. Préparez-vous parce que c'est le moment où on entre dans la phase d'analyse pure et dure de cette vidéo pour bien vous montrer à quel point ce putain de film obsède. Et j'en profite pour vous citer une source essentielle, ça s'appelle Terreur du voir, l'expérience fan footage. C'est écrit par Stephen Becks, c'est juste la bible la plus complète et passionnante sur le sujet et ça m'a été bien utile pour mettre des mots sur mon trauma avec Blair Witch. Vous êtes prêts? On est parti. Il y a un truc que j'ai sciemment oublié de préciser jusque-là autour de la mythologie de la sorcière. Au début du film, Heather fait des interviews avec des habitants du coin pour savoir ce qu'ils connaissent du folklore local. Parmi ces interviews, il y en a une où un mec parle de Rustin Parr.
un ermite tueur en série qui aurait pu être la sorcière, ou du moins connecté à elle, et qui a kidnappé des enfants dans les années 40. Il les enlevait par paire pour les tuer, mais refusait qu'on le regarde en train de commettre ses méfaits. Donc pendant qu'il tuait l'un des gosses, l'autre devait se tenir dans un coin. Forcément, en arrivant au dernier plan du film, on fait le rapprochement. Et pas seulement parce que la caméra a capturé cette information. Elle active une mémoire qui se répercute chez les personnages et les spectateurs. La caméra obtient des facultés humaines, qui interrogent sur son statut. Est-ce que le regard de la caméra est aussi celui des personnages? On pourrait le penser, puisque le caméscope et la caméra 16 mm ont tous les deux des œilletons utilisés par Heather, Josh et Mike, comme si la machine n'était qu'une extension de leur œil. Donc techniquement parlant, on peut parler de Blair Witch comme d'un film régulièrement en vue subjective, ce qui est d'ailleurs renforcé par le fait que les personnages font souvent des regards caméra, comme s'ils communiquaient directement avec leur interlocuteur. Mais au fond, est-ce que la vue subjective n'impose pas un effacement de celui qui détient la caméra? Après tout, elle est surtout utilisée aujourd'hui dans le jeu vidéo, où le joueur se projette dans le corps d'un avatar pour en prendre le contrôle. Le piège du found footage, c'est de croire que l'outil caméra est une arme, derrière laquelle les personnages peuvent se cacher, persuadés que la machine saura capter les preuves nécessaires à la résolution du problème. I have a camera. Doesn't hurt because we'll all look back on this and laugh heartily. Believe me. Alors en soi, oui, la caméra est une arme, mais une arme qui se retourne contre ceux qui la manient, parce qu'elle les dépossède de leur propre regard. On sait que l'être humain, au sens large, reconnaît un semblable en se focalisant tout de suite sur le visage. C'est vers ça qu'il s'oriente, et plus particulièrement les yeux. C'est rassurant parce qu'on peut y déceler les émotions de quelqu'un. On en parle souvent comme de la fenêtre de l'âme, mais c'est aussi et surtout la fenêtre de la communication entre les individus. C'est aussi pour cette raison que le regard caméra est rassurant dans le projet Blair Witch. Il sous-entend cette communication, ce contact humain. En tournant le dos à Heather, Mike symbolise la fin de ce contact humain et la fin évidente du film. Jusque-là, le monteur alternait entre les deux caméras, mais il n'y a désormais plus qu'un champ sans contre-champ. Là se déploie toute l'ironie du long-métrage. Les yeux, qu'ils soient organiques ou mécaniques, représentent la vie, et en se voulant réalisateurs de leur propre regard, les protagonistes n'ont fait que mettre en place le miroir de leur ambition ratée, de leur narcissisme qui finit par les effacer de leur propre histoire. Stephen Bex le formule d'une très belle manière. Le projet Blair Witch est en somme un film sur la dévoration du regard, l'autophagie de l'acte filmique, retournant les puissances de mort contre celui qui les manie. C'est beau et ça répond pas mal à des problématiques plus contemporaines que jamais sur notre rapport au filmage via les réseaux sociaux. Mais ce qui est encore plus beau, c'est que je pense que cette interprétation a un peu dépassé Myrick et Sanchez, ou du moins qu'ils ne l'ont pas conscientisé au moment de la création du film. C'est dire la force et la viscéralité de leur concept. Si je dis ça, c'est parce que la fin du projet Blair Witch a failli être différente. Lors de sa présentation à Sundance, Artisan Entertainment a constaté que le dernier plan était très efficace, mais un peu abstrait. Myrick et Sanchez ont été missionnés de tourner des fins alternatives qui en gros visaient quelque chose de plus explicite. Soit il y avait des petits bonhommes en bois partout, ou alors Mike flottait dans le vide pour valider la théorie surnaturelle. En bref, c'était beaucoup moins épuré, alors qu'en fait, il manquait juste un peu de contextualisation. Et oui, parce que toute l'histoire de Rustin Parr que j'évoquais plus tôt n'était pas dans le montage d'origine. Et l'interview qui en parle est un reshoot qui apporte pour moi un vrai plus au résultat final. Ça a été surtout décidé par commodité et rationalité du scénario, mais ça donne une force symbolique encore plus importante au film. Et on peut aller plus loin, parce qu'au fond, si la vue du dos de Mike suffit à me dresser les poils sur l'épiderme, c'est vraiment les dernières secondes du projet Blair Witch qui me terrifient le plus. Cet instant suspendu, d'inanité, où tout peut arriver, mais où rien ne se passe. Dans la plupart des films, le fait d'assommer un personnage est souligné par la coupure nette du plan avec un queue noir au moment du choc. La réalisation traduit des yeux qui sont obligés de se fermer. Pourtant, le projet Blair Witch nous laisse avec les secondes qui suivent, où l'œil de la caméra reste ouvert. Si on considère l'objectif comme une prolongation des heures, cette fin symbolise avant tout une dissociation du corps et de l'âme conservée par la pellicule. La caméra devient autonome et absorbe dans son propre point de vue l'existence de ses personnages. Heather ne voit que la silhouette de Mike parce qu'ils ne sont plus que ça, des silhouettes spectrales que la machine cinéma ressuscite le temps d'un visionnage. Là encore, je m'en réfère à Stephen Bex. Voulant donner visibilité à l'invisible, les voilà contraints par cet invisible à nier leur propre visibilité. Ils sont condamnés à devenir les fantômes de l'image, à demeurer dans les limbes des signaux vidéo, parasites et particules dansant sur la neige des écrans. Tout le long du film, le décor primaire de la forêt aide les réalisateurs à nous perdre dans un espace à la fois fermé et infini. À cause de la malédiction supposée de la sorcière, Heather, Josh et Mike tournent en rond, parce que leur destin est déjà écrit et posé sur des rails. Le found footage, c'est peut-être ça finalement, le représentant d'un regard dépossédé, d'une vue subjective qui n'appartient plus à son propriétaire. La technologie supplante les vivants et les condamne à revivre encore et encore le même destin funeste.
Quelque chose que le montage de Blair Witch accentue par sa manière d'alterner et de mixer les outils. Le caméscope Hi8 a un micro intégré, mais la caméra 16 mm a besoin d'un enregistreur externe, un DAT. Dans la dernière séquence, Heather n'a pas pris le DAT, et le monteur alterne les prises de vue avec comme seule source de son le caméscope. Heather a beau hurler lorsque Mike se précipite au sous-sol, le spectateur n'entend que ses cris de façon éloignée. Et plus le personnage se rapproche de sa mort inévitable, plus on l'entend, dans une forme de fatalité technique qui sépare la vue de l'ouïe et annonce la défragmentation, voire l'annihilation des personnages. C'est peut-être pour cette fatalité qu'on se souvient autant d'une autre scène du projet Blair Witch, lorsque Heather se confesse et s'excuse auprès des parents de ses amis juste avant de trouver la maison. Le cadrage étrange isole son regard parce qu'il ne lui reste plus que le miroir de sa propre vision, donnant lieu à l'une des plus belles répliques du film. I'm scared to close my eyes. I'm scared to open them. La scène nous renvoie à notre propre voyeurisme, comme s'il était presque indécent de revivre les derniers instants intimes d'Heather. Mais surtout, on reste impuissant face à ce testament, dernier instant d'incarnation avant la disparition du corps de l'héroïne. Elle sait que la fin est proche et qu'elle est peut-être autant possédée par la sorcière, si sorcière il y a, que par la valeur fantomatique de ses propres images. Pour citer une dernière fois Stephen Becks, celui qui croit posséder l'image en devient lui-même possédé. J'ai une dernière histoire à vous raconter et c'est celle d'Écran Large. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker et à commenter sur votre ressenti autour de Blair Witch, parce que je sais que tout le monde n'aime pas le film, mais peut-être que je vous aurais fait changer d'avis. Je vous rappelle aussi qu'Écran Large est un média indépendant, et pour qu'on le reste et qu'on vous offre plein de contenus approfondis comme celui-là, on vous propose un abonnement sur le site. Contre quelques euros par mois, ça vous donne accès à plein de dossiers exclusifs chaque semaine, des analyses de films, des bilans box-office et plein d'autres belles choses. Le lien est en description et si vous ne cliquez pas, qui sait, peut-être que la sorcière de Blair viendra vous hanter, je dis ça comme ça. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Ciao!